Bonjour à toutes et à tous. On va laisser quelques secondes pour ceux qui rencontrent quelques difficultés de connexion et puis on va démarrer. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Vidal, le directeur du développement d'Ecofi. Bienvenue à ce webinaire, l'épisode 2 de notre série Action pour le futur par Ecofi. L'épisode 1 est toujours disponible en replay sur notre site internet www.ecofi.fr. Ecofi pour tous, Ecofi impliqué dans l'investissement responsable depuis le début des années 80. Ecofi, gestion collective 100% ISR depuis le 1er janvier 2019 et première société de gestion entreprise à mission en 2020. Notre raison d'être, ensemble nous bâtissons des solutions d'investissement alliant performance financière et respect de l'homme et de la planète. Actifs pour le futur, nous prenons les devants pour façonner un avenir dont nous sommes tous responsables. Je suis accompagné aujourd'hui pour l'épisode 2 de cette série Actifs pour le futur, Action pour le futur, de Olivier Plaisant, directeur de la gestion Action chez Ecofi, Olivier Ken, bonjour, gérant Action. Le programme que nous vous proposons pour l'heure qui vient consiste dans un premier temps dans la lecture que nous faisons de la situation économique et des marchés financiers. Les marchés bien agités en 2020 avec cette crise sanitaire qui nous préoccupe encore beaucoup, les élections américaines contestées, le Brexit entre autres, pour couronner le tout. La présentation dans un deuxième temps de 2 stratégies d'investissement répondant du moins pour des investisseurs de long terme aux problématiques posées par ces marchés capricieux et qui cherchent une direction vers le haut. Vous pouvez bien entendu poser vos questions pendant l'intervention de nos intervenants en utilisant le bouton qui est prévu sur le site à cet effet. Nous y répondrons en fin de webinaire. Maintenant, je me tourne vers notre premier Olivier. Olivier, 2020, quelle année? Bah oui, quelle année encore, hein. Quelle année. En tout cas, merci d'organiser ce webinaire sur les actions. Je vois que le public est nombreux, donc bonjour à tous. Oui, quelle année. On s'attendait à ce qu'il y ait de la volatilité, on a des élections américaines, ça favorise toujours certains émois sur le marché. Et puis avec les candidats qu'on avait, c'était quelque chose. Mais on ne s'attendait pas, bien sûr, à cette pandémie sans précédent. Pandémie sans précédent qui a créé un choc extrêmement important sur les marchés au premier trimestre. Choc aussi important que les plus grandes crises, et puis un rebond pour terminer l'année en positif sur les marchés américains, légèrement en dessous, mais pour les marchés européens, mais un rebond quand même assez notable. Alors, qu'est-ce qu'on pense, nous, pour 2021, dont on est à la croisée des chemins? Écoutez, nous, on pense qu'aujourd'hui, on a plutôt un contexte favorable pour les actions. Et que dans ce contexte, ce sont les thématiques et le stock picking qui seront véritablement essentiels dans la construction des portefeuilles. Que les indices évidemment représentent les bourses, mais qu'à l'intérieur des indices, on risque d'avoir des différences importantes entre les valeurs et les secteurs. Alors pourquoi les actions sont attrayantes? Elles sont attrayantes d'abord de par leur évaluation par rapport au taux. Et c'est encore plus évident en Europe. Et puis quand on regarde ce qui se passe, la balance des risques entre les différentes zones géographiques, on voit d'abord que en Asie, c'est loin, c'est les premiers qui ont connu la crise du SARS-CoV. En Asie, l'économie est en train de repartir. Donc ça c'est quand même, et notamment en Chine, et ça c'est une très bonne chose. Aux États-Unis, on a maintenant, ça y est, le
le président élu, alors il va y avoir la proclamation officielle des résultats, mais Biden sera bien là. Hein, je pense que ça fait plus aucun doute. Et on pense que le début du mandat Biden sera pro-marché. Avec une politique budgétaire qui va rester accommodante. Hein. Il a nommé Janet Yellen au Trésor, qui serait une aubaine. Hein. C'était lower, longer, et elle parlait des taux d'intérêt quand elle disait ça. Un plan de relance annoncé. Qui devrait être conséquent. Alors évidemment, la partie, il faut transformer l'essai avec une victoire au Sénat. Hein. Sénat américain, il y a des élections le 5 début janvier, et tout dépendra de la majorité ou non au Sénat. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le contexte américain, la majorité, la majorité veut dire quelque chose, bien sûr, hein, mais les sénateurs peuvent aussi voter pour l'opposition certaines fois. Donc, il vaudra mieux qu'il ait la majorité au Sénat, mais s'il ne l'a pas, il y aura quand même possibilité de faire avancer les dossiers, et notamment les dossiers sur ce plan de relance. Alors, du point de vue des discussion de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, bah, cette guerre commerciale, elle sera toujours là. Hein. Sauf que voilà, il y aura plus de tweets intempestifs, il y aura des discussions qui devraient être moins erratiques, et ça favorisera peut-être une moindre volatilité sur les marchés que celle qui a été entraînée par Trump. Fait extrêmement important, il y a la volonté de Biden de revenir aux accords de Paris avec un American Green Deal. Alors ça c'est un espoir extrêmement important, et notamment pour toutes les thématiques que nous allons avancer tout à l'heure. Alors évidemment, il faudra faire attention, parce qu'il va y avoir des mesures fiscales qui peuvent affecter les entreprises américaines, ainsi que des hausses de coûts avec le salaire minimum. Mais on peut imaginer que pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, Biden sera prudent afin de ne pas affecter de trop la rentabilité des entreprises, et qu'il focalisera plutôt sur la fiscalité des grandes fortunes avec des mesures emblématiques. Mais il ne va pas se risquer à casser les espoirs de reprise. En Europe, on pense que les autorités monétaires devraient poursuivre leur politique expansionniste, que ça devrait soutenir les actions, comme je le disais au début, ont une valorisation attrayante face à des obligations à taux négatif, et puis les espoirs suscités par des plans de relance, par un plan de relance qui est toujours en discussion avec nos amis polonais, hongrois, mais qui devrait quand même arriver. L'Europe devrait arriver à ses fins. Et puis, il y a bien entendu les avances récentes sur l'efficacité d'un vaccin. Ces avances récentes sont porteuses d'espoir. Alors évidemment, il y a des questions à résoudre, comme la durée d'immunité, etc., pour envisager le timing d'une campagne généralisée de vaccination. Vous avez vu qu'il y a des pays qui se lancent là-dedans, et notamment la Grande-Bretagne avec les déclarations de Boris Johnson hier. Mais bon, nous, ce qu'on pense, c'est que l'espoir d'une solution d'ici l'été ne semble pas complètement irréaliste à ce jour. Donc, on devrait voir quand même la fin du tunnel, mais qu'on va avoir durant quelques mois une politique de confinement de type stop and go. Voilà, ça peut durer au moins au premier semestre. Donc, vous l'aurez compris, notre allocation d'actifs favorise les actions compte tenu de ces éléments par la gestion thématique, focalisée sur les valeurs de croissance durable, des valeurs cycliques des côtés qui sont pas chères, des valeurs de qualité faiblement endettées,
et une gestion ISR, donc qui favorise les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il faut savoir que depuis début 2019, les flux cumulés d'achat de fonds ISR par les investisseurs a dépassé les 200 milliards. Et ben nous, on pense que c'est pas fini. Voilà. Ok, merci Olivier. Tu as parlé de Green Deal américain. Effectivement, quels qu'ils soient, les investisseurs recherchent de plus en plus aujourd'hui de responsabilité dans leur placement. Alors, la réglementation les y accompagne, hein, bien sûr. On a vu les accords de Paris en 2015 avec la loi de transition énergétique, la loi Pacte en 2019 qui vont dans ce sens-là. Mais chez Ecofi, on a pris ces engagements il y a quand même près de 40 ans, par conviction, par robustesse des émetteurs les plus vertueux. Et comme tu viens de le dire, si dans le monde, on s'aperçoit qu'il y a des flux qui sont dirigés vers l'investissement socialement responsable, l'investissement responsable, on note chez Ecofi aussi ces 2-3 dernières années, une accélération de la demande, notamment par le biais des thématiques d'investissement et de l'appropriation par les investisseurs de la transition énergétique. Olivier Ken, aujourd'hui tu es le deuxième Olivier à t'exprimer. Tu gères un fonds action de la zone euro. Entre autres. Ce fonds action de la zone euro Ecofi, trajectoire durable, est un fonds sur lequel tu es présent depuis quelques années maintenant. Quelle est ta proposition justement de performance durable pour les investisseurs qui sont sensibles au sujet de respect de l'homme et de la planète, comme je l'évoquais tout à l'heure en introduction? Et puis, bien sûr, en gardant en tête les notions qui préoccupent les investisseurs aujourd'hui, comme la transition écologique, la transition énergétique, la performance durable des placements, leur robustesse, et puis l'impact positif, bien entendu, qu'on donne à travers ces placements. Oui, Laurent, bonjour à tous. Effectivement, vous l'avez mentionné, la thématique ISR est bien sûr dans l'ADN d'Ecofi. La question environnementale nous préoccupe également depuis longtemps. On a d'ailleurs lancé l'année dernière un fonds dédié au climat, Ecofi Agir pour le climat. Globalement, pour ce qui est de trajectoire durable et pour l'ensemble des fonds thématiques, ce qui nous intéresse, c'est les trois grands défis auxquels nous devons faire face au XXIe siècle, qui sont pour nous clairement l'environnement, mais également la démographie et la digitalisation de l'économie. Sur l'environnement, il fait pour nous aucun doute, et encore plus maintenant après cette crise, enfin en pleine crise du Covid, que la question environnementale est au cœur des préoccupations des gouvernements, puisqu'on l'a vu en début d'année, avant même cette crise du Covid, avec l'annonce du Green Deal en Europe, qui a pour objectif, je le rappelle, d'être net zéro émission en 2050, donc extrêmement ambitieux. Au cœur également des préoccupations des investisseurs, puisqu'Olivier le rappelait, quand on regarde depuis le début de l'année les flux, finalement, on a une décollecte sur les mutual funds, enfin sur les fonds communs à travers le monde de plus de 400 milliards. En revanche, comme l'a mentionné Olivier et Laurent, on a une collecte positive d'environ 200 milliards sur les fonds ESG. Donc très clairement, les investisseurs s'intéressent à cette thématique et se l'approprient et investissent sur ces thématiques. Et enfin, je pense que cette préoccupation globalement ESG est au cœur également des préoccupations des consommateurs. C'était le cas avant la crise, je pense que ça sera encore plus le cas. Et ce que je veux dire par là en termes de préoccupation, c'est-à-dire que le consommateur demande et va demander de plus en plus de transparence de la part des producteurs, de plus en plus de traçabilité des produits qu'ils consomment. Et ça, c'est un trend qu'on avait déjà identifié ici chez Ecofi il y a quelques années. Et je pense que ce trend et cette tendance va être renforcée, là encore, par cette crise qui, in fine, est une crise sanitaire. Si on se focalise sur la question environnementale, notre approche en termes d'investissement est assez simple. En fait, on a une approche que je qualifierais de pragmatique. On regarde les différents secteurs dans leur ensemble et on regarde les sources d'émissions en les classant du plus émetteur en CO2 au moins émetteur. Et en fait, ce qu'on va faire au sein de chaque secteur, c'est réfléchir à la façon. Alors d'abord comprendre comment les émissions de CO2 sont faites et ensuite surtout réfléchir à la façon dont on va pouvoir réduire ces émissions puisque comme vous savez on a un objectif de réduire à moins de 2 degrés. Donc on s'intéresse à la façon, aux technologies qui vont permettre cette réduction. Et ça on le fait secteur par secteur. Donc je peux vous donner plusieurs exemples, j'en donnerai deux. On va bien sûr s'intéresser. Alors en premier on s'est intéressé au secteur de l'énergie et là il fait
pour nous aucun doute que la solution passe par les énergies renouvelables, que tout le monde connaît. En revanche, ensuite, quand on descend, on se rend compte qu'une grande source d'émissions, c'est bien sûr le transport. Le transport, c'est responsable de 20% des émissions de CO2. Et au sein du transport, la majeure partie des émissions, plus de 10%, 12% pour être précis, provient des véhicules légers, donc des voitures. La problématique est simple. La question qu'on se pose, c'est comment on va réduire les émissions des voitures. Pour nous, il ne fait aucun doute que l'avenir de la voiture sera électrique. Partant de ce constat, on va s'intéresser à la chaîne de valeur, donc pour la fabrication de véhicules électriques, des matières premières jusqu'aux constructeurs automobiles, en regardant tous les segments. Et après, c'est notre travail en termes d'investisseurs de choisir les segments de marché sur lesquels on va être investi, d'identifier les sociétés, de les contacter et de faire le travail d'analyse stratégique, financière qu'on fait classiquement pour tous les types d'industries. Donc voilà, sur ce segment, pour nous, la solution, c'est les véhicules électriques. Et on pense que on va avoir une très forte croissance sur ce segment. Oui, Olivier, tu nous parles de voitures électriques. Les gammes des constructeurs proposent encore du diesel. Oui, je ne parle même pas de l'essence. Donc l'électrique, c'est vrai, mais peut-être pas pour tout de suite, non? Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, c'est vrai que vous avez quelques constructeurs qui ne font que ça, que l'électrique, bien sûr Tesla, vous en avez d'autres, il y en a pas mal en Chine. Après, c'est vrai que la majorité des constructeurs ont une gamme essence, une gamme diesel, une gamme hybride pour certains. C'est vrai que ça va prendre du temps. Après, je dirais deux choses. La première, c'est que s'agissant de nouvelles technologies, et en l'occurrence l'électrique est une nouvelle technologie dans l'automobile, on a tendance à sous-estimer la rapidité avec laquelle l'adoption arrive. Ça a toujours été le cas. Quand on regarde historiquement l'adoption de nouvelles technologies, ça a été vrai avec les voitures à combustion il y a des centaines d'années, ça a été vrai avec l'électricité, ça a été vrai avec les PC, ça a été vrai avec l'Internet. Enfin, je pourrais décliner comme ça toutes ces technologies. En fait, on se rend compte que systématiquement, les observateurs, les investisseurs ont sous-estimé la rapidité de l'adoption. Je vous donnerai un exemple très simple. Quand on parle de véhicules électriques et qu'on posait la question en 2017 à IHS, c'est l'organisme qui fait référence dans l'automobile. C'est-à-dire tous les constructeurs l'utilisent, tous les analystes financiers font leurs estimations basées sur les chiffres d'IHS. IHS, en 2017, prévoyait 250 000 véhicules électriques en 2022. En 2020, on aura vendu 2 millions de véhicules électriques. Donc, ils se sont, entre guillemets, trompés d'un rapport de 10. Et je pense que quand on regarde, on se projette à 5 ans et qu'on regarde les projections des analystes, des spécialistes, je pense que là encore, c'est sous-estimé. Aujourd'hui, quand on regarde, je l'ai regardé encore ce matin, à 2025, les estimations vont entre 8 millions de véhicules à 30 millions, 25-30 millions. Sachant que je rappelle qu'on vend 100 millions de véhicules par an. Je pense qu'on sous-estime. Alors, donner un chiffre, c'est compliqué, mais je pense qu'on sous-estime, et pour une raison simple. En fait, ce qui accélère l'adoption, c'est une question économique, c'est le coût. Le coût des véhicules électriques. Le coût des véhicules électriques, à 40%, c'est le coût des batteries. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, le prix des batteries est divisé par 5. Nous pensons que sur les 3-4 prochaines années, le prix va fortement chuter, et je pense que dans les 3, peut-être 5 ans, ils seront compétitifs avec les véhicules à combustion. À ce moment-là, l'adoption explose. Voilà pourquoi on est extrêmement positif. Après, encore une fois, on peut tous avancer les chiffres. Pour nous, en tout cas, la trajectoire, et encore une fois, on est des investisseurs de long terme, nous on regarde sur 10 ans, la trajectoire, il ne fait aucun doute, ça sera le véhicule électrique. Dans une certaine mesure aussi les véhicules hétérogènes, mais pour les véhicules particuliers, on pense essentiellement aux véhicules électriques. Donc voilà une thématique qu'on va adresser. Après, je peux vous donner un autre exemple, toujours avec cette classification des secteurs. On tombe assez rapidement, quand on regarde les sources d'émissions, sur le secteur de l'agriculture. L'agriculture est responsable d'environ 12% des émissions de CO2. Et quand on rentre dans le détail, en fait, on s'aperçoit qu'il y a deux pôles. Le premier, c'est l'utilisation de fertilisants, qui est un énorme contributeur à l'émission de CO2. Et le deuxième, c'est l'émission de méthane du bétail. Donc, sur ce deuxième sujet, sur l'émission de méthane du bétail, là encore, on va se poser la question comment on peut réduire. Pour nous, il y a deux possibilités. Ou bien on consomme moins de viande, donc moins de bétail. On va donc s'intéresser à la thématique des protéines végétales, thématique sur laquelle on est assez convaincu du développement pour plein de raisons. Et puis, alors là encore, on va regarder qui propose des solutions sur ce segment. Et ensuite, on va bien sûr aller regarder l'utilisation des fertilisants et se poser la question comment réduire l'utilisation des fertilisants d'agriculture. Ah oui, les fertilisants, c'est bien gentil. On est quand même 7 milliards sur Terre. Il faut bien se nourrir. Comment on fait pour s'en passer? Alors c'est juste, on peut d'autant plus se poser cette question, Laurent, qu'on est 7 milliards aujourd'hui, on sera certainement 10 milliards dans
dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Donc effectivement, la problématique est assez simple, enfin simple. On sait déjà, et je reviens à mon point sur le bétail, on sait que de toute façon, considérant le fait qu'aujourd'hui, 2 tiers des terres arables sont utilisés pour l'agriculture, il y aura un problème d'offres. On n'aura pas assez de toute façon d'offres de production de bétail pour nourrir la planète. Donc ça, c'est le premier point. Après, comme tu le disais, il y a l'histoire des fertilisants. Les fertilisants augmentent, comme vous le savez, la rentabilité des terres agricoles. Comment s'en passer? Pour nous, la solution passe par ce qu'on appelle l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, c'est tout un ensemble de technologies. Ça utilise le GPS, ça utilise des planteurs qui plantent de façon extrêmement précise les graines, vous permet finalement d'augmenter le rendement de vos terrains. Et quand on parle d'augmenter le rendement des terrains, on parle d'un facteur assez important. John Deere, qui est une société américaine, qui est le leader mondial des équipements agricoles, donc des tracteurs, a fait l'acquisition d'une société il y a quelques années qui propose ce type de solution. Ils estiment que l'utilisation de l'agriculture de précision peut réduire l'usage de fertilisants par un facteur d'environ 80%. Donc c'est colossal. Et ça vous permet donc d'avoir un meilleur rendement en utilisant moins de fertilisants. Là encore, donc en fait, ces solutions commencent à être adoptées. Et quand on regarde les chiffres des différents constructeurs, on le voit, on a une adoption qui monte, c'est-à-dire que ces nouvelles solutions sont adoptées surtout aux États-Unis par les fermiers. Là encore, la raison est très simple. Alors, il y a bien sûr une considération environnementale, mais comme souvent, elle est surtout économique. Si vous pouvez réduire votre usage de fertilisants de 80%, ça a un énorme impact sur votre rentabilité. Je rappellerai que quand on regarde le coût de production d'un fermier, en particulier aux États-Unis, le budget fertilisant, c'est 25% du coût. Donc, après, c'est une question de mathématiques. Si vous réduisez de 80%, vous réduisez considérablement votre coût de production. Donc là encore, on pense que le driver de cette adoption sera économique. Et là encore, on s'attend à une forte croissance. Donc, on se positionne sur cette chaîne de valeur. Voilà les 2 exemples, le transport et l'agriculture. Merci Olivier. Je vous en prie. Je me tourne maintenant vers Olivier Plaisant. Olivier, Churchill disait qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Tu nous as parlé dans ton introduction, dans ta lecture des marchés et de la volatilité qu'on a pu observer en 2020, de vent contraire. Quelles opportunités nous proposes-tu avec ton fonds aujourd'hui Ecofi Enjeux Futurs, ou plutôt, devrais-je dire, quelle thématique d'investissement privilégies-tu pour adresser ces problématiques-là? Oui, effectivement, quand j'ai fait le bilan de cette année, on a vu il y avait des vents qu'on n'avait pas forcément anticipés. Et le futur, il y aura toujours des vents contraires. Et même si globalement, on pense que les actions vont continuer à délivrer. Et ben l'idée, nous, c'est de prendre les vents favorables. Et les vents favorables, on va les trouver dans trois tendances, ce qu'on appelle des méga trends. C'est la première, c'est la démographie. Et il va y avoir des besoins du fait du vieillissement de la population au nord, de la démographie au sud. Un autre moyen de prendre les vents favorables, c'est de s'accrocher au moteur du développement et de l'éducation, avec les nécessités d'accession à l'éducation. Ça, c'est un vent favorable très important. Des sociétés qui doivent intégrer de plus en plus de connaissances. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis le troisième vent favorable va provenir de la gestion des ressources de la planète et de la nécessité de travailler sur des villes plus propres, un monde plus propre, moins de consommation d'énergie, moins d'émissions de CO2. C'est une nécessité vitale, économique, et qui va nous permettre d'investir dans des industries qui seront clairement sur ces qui seront accrochées à ce moteur-là. Voilà. Alors, en termes de thématiques d'investissement, on en a identifié 6.
La première, c'est les énergies renouvelables. Hein. Bon, bah, ça, c'est effectivement trouver des systèmes pour que l'énergie dont on a besoin soit produite de manière propre. Il y a l'efficience énergétique. Alors ça, c'est la chasse au gaspillage. Alors, l'efficience énergétique, on va la retrouver dans plusieurs secteurs, hein, dans le secteur de l'éco-construction, dans le secteur Olivier en a parlé des transports, etc. La gestion des ressources et des déchets, ça c'est la seconde thématique. Ensuite, les énergies renouvelables, j'en ai déjà parlé. La santé et la nutrition, ça c'est une thématique extrêmement porteuse. La crise du Covid a mis en avant cette thématique-là, bien sûr. Donc, il y a des sociétés, des secteurs qui vont être, qui feront partie de cette thématique. Ensuite, les services à la personne et l'éducation. Alors, les vieux, les jeunes, services à la personne pour des populations vieillissantes et l'éducation pour les jeunes. Et enfin, une dernière thématique qui va englober le tout, c'est l'inspection, la certification et le contrôle. C'est-à-dire les besoins d'avoir des normes, de pouvoir assurer de la traçabilité. Voilà. Donc, en termes d'allocation, on va doser nos risques en fonction de nos vues macroéconomiques sur les marchés, de notre appétit ou de notre aversion pour le risque. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, on est plutôt confiant sur les marchés, donc on est en période plutôt d'appétit sur le risque, mais on a quand même une partie de valeurs dites défensives dans nos portefeuilles, hein, même si on est plutôt pro cyclique, parce que comme je vous l'ai dit, on pense que on devrait sortir du tunnel à horizon 6 mois. Et pour ce faire, on dispose de deux curseurs, l'allocation sectorielle et l'allocation géographique. Donc l'allocation sectorielle est plutôt pro-croissance avec des valeurs un peu plus cycliques et quand même certaines valeurs défensives. Et en termes d'allocation sectorielle, sur ce fonds qui est un fonds global monde, on favorise les deux zones que sont les États-Unis et l'Europe. Très bien. Merci Olivier. Tu as parlé, je vais te demander de revenir un petit peu sur ces notions de thématiques et de nous éclairer un peu par rapport à ces thématiques que tu vois dans le cadre de ta gestion monde, comme tu viens de le dire. Et j'aimerais bien que tu illustres pour nos participants un peu ta gestion avec ton stock picking. Qu'est-ce que tu aurais comme exemple à nous donner, par exemple, sur l'efficience énergétique, sur la santé, le bien-être, sur ces thématiques que tu joues au quotidien dans ton fonds et sur lesquelles tu vas chercher ta performance durable? Oui. Dans l'efficience énergétique, bon, Olivier a parlé des transports, hein, je vais pas véritablement revenir là-dessus, mais il y a par exemple dans la gestion des villes, il y a des valeurs comme Dassault Systèmes qui sont des valeurs de services informatiques et qui déploient des logiciels pour pouvoir gérer tous les flux de ces villes, hein. Il y a des contrats qui ont été pris avec des très grandes villes, Singapour et autres, flux de transport
transport, flux de chauffage, flux d'énergie, voilà. Ça, c'est un exemple, par exemple, dans l'efficience énergétique. Dans la santé, il y a les laboratoires pharmaceutiques, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les medtech, les technologiques de santé. Alors là, il y a une valeur un peu emblématique dans le portefeuille qui est une valeur de valve et de stents. Donc c'est tout ce qui est pathologie cardiaque, hein, qui s'appelle Edwards Life Science. On a aussi c'est une valeur américaine. On a aussi des valeurs d'instruments, de consommables d'analyse et de laboratoire, hein, qu'on trouve aux États-Unis, comme par exemple Thermo Fisher. Donc ça c'est la partie technologique de la médecine. Dans la nutrition, alors c'est un secteur qu'on regarde depuis cette année, hein, puisque avant on ne jouait que la partie santé. On a mis santé et nutrition parce que il y a des éléments qui nous font dire que c'est des secteurs où il y a de plus en plus de la demande. Imagine que 240 millions de personnes souffrent d'allergies alimentaires. Donc, c'est des sujets qu'il faut adresser, et des valeurs comme Nestlé avec le rachat de la société Immune qui est dans la thérapie nutritionnelle pour contre les allergies liées aux arachides. C'est quand même 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est pas rien. Donc, on joue cette thématique par le biais de Nestlé qui est rentré en portefeuille de cette année. Nestlé aussi qui est actif dans la nutrition animale. Et en fait, ça fait partie aussi de la thématique, parce que la santé, c'est aussi le bien-être. Les animaux de compagnie, c'est les personnes âgées, mais pas que. Et ça, c'est le bien-être de tous. Donc c'est une thématique qui peut rentrer, qui peut rentrer dans ce type de fonds. Et puis aussi la santé animale, avec des sociétés qui sont dans les produits les produits vétérinaires. Et puis alors dans les services à la personne et l'éducation, bien sûr, il y a les maisons de retraite. Il y a les maisons de retraite en Europe, mais on a aussi des sociétés, ça c'est des sociétés qu'on trouve aux États-Unis, des sociétés qui font des crèches en entreprise. Je pense à Bright Horizon, qui est une société qui a des crèches en entreprise, qui fait du soutien scolaire. Sociétés qui font à peu près 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des segments, c'est des niches qu'on joue évidemment dans le fond. On a aussi aux États-Unis les sociétés où on peut jouer les résidences seniors, les résidences services, les établissements de soins Alzheimer, les centres de médecine ambulatoires. Il faut savoir qu'entre 99 et 2019, les admissions à l'hôpital ont augmenté de 6%, et que le nombre de patients en médecine ambulatoire a augmenté de 54%. Donc, c'est des vrais sujets de société, c'est des vrais sujets d'organisation, et qui sont complètement en phase avec ce que nous venons de vivre. Voilà. Donc là, on a une société qui s'appelle Welltower, et qui est dans toutes ces ce type de résidences, d'hôpitaux, de centres de soins, de centres de médecine. Très bien. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non. Ce que je voulais peut-être rajouter, c'est qu'évidemment, on regarde et on analyse nos portefeuilles pour voir en termes de mesures d'impact. Hein. Alors, on calcule l'intensité carbone de chaque société par une métrique, notamment
tonnes équivalent CO2 par million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, c'est technique. Mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, dans ce fonds, on a 86% du portefeuille qui est plus performant que l'univers monde. Qui représente 5000 sociétés. Et que quand on fait l'analyse, parce qu'on regarde les valeurs qui sont les moins performantes, il faut en parler aussi, ces valeurs qui sont moins performantes en termes d'intensité carbone, elles le sont par nature et personne ne serait étonné de voir là des sociétés de traitement de déchets, de gaz industriel. Et puis on regarde aussi les sociétés qui sont en phase avec les accords de Paris, la moins 2 degrés à horizon de 2050. Et on voit qu'aujourd'hui, près de 60% du portefeuille, et ça c'est sur les deux fonds, tant le fonds d'Olivier que moi, est investi sur des sociétés qui respectent ces accords de Paris. Donc c'est des métriques qui sont importantes pour nous. Voilà. Merci. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez, par le biais du bouton, poser vos questions. Posez vos questions aux intervenants. On va pas tarder à venir vers ça pour qu'on puisse y répondre de la meilleure des façons. Tout d'abord, je voudrais dire merci à tous les deux, Olivier Plaisant et Olivier Ken, pour vos interventions, pour vos exposés. On vient d'entendre deux experts qui, comme le disait Churchill, voient des opportunités dans la crise sanitaire et économique que nous traversons. Et ça fait du bien. Je rappelle que les deux fonds dont nous venons de parler, que sont Ecofi Trajectoire Durable et Ecofi Enjeux Futurs, sont des fonds actions, des fonds, comme vous venez de l'entendre aussi, qui s'inscrivent dans la lignée de la trajectoire des 2 degrés des accords de Paris de 2015, dont l'objectif est la recherche de performance durable et d'impact positif pour les investisseurs. Voilà. Ecofi Trajectoire Durable est un fonds action de la zone euro, plus orienté vers les problématiques européennes. C'est un fonds qui est PEable. Ecofi Enjeux Futurs est un fonds action international centré sur des thématiques autour de l'homme, de la planète plus globale. Ces fonds, bien entendu, s'adressent à tous les investisseurs avec un horizon de placement supérieur ou égal à 5 ans et qui acceptent le risque de perte en capital. Ces deux fonds sont deux stratégies qui sont complémentaires. On a pu le voir ne serait-ce que autour des thématiques de la santé, de la nutrition et de l'agriculture. Olivier Ken, avec Trajectoire Durable, nous a parlé davantage d'agriculture, d'élevage. Olivier Plaisant nous a parlé davantage de santé et de nutrition. Voilà, deux stratégies qui sont vraiment complémentaires, une globale d'un point de vue géographique, l'autre plus régionale avec l'Europe. Alors je rappelle que bien entendu les performances passées, puisque vous avez vu passer le track record de ces fonds-là, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, qu'investir comporte des risques et que pour mieux connaître ces risques, comme pour souscrire à ces fonds, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.ecofi.fr et n'hésitez pas à solliciter votre conseiller habituel qui pourra faire avec vous cette analyse de risque beaucoup plus approfondie. Alors, on va maintenant passer aux questions que vous avez posées à nos Olivier ce matin. La première va être à Olivier Ken, puisqu'il s'agit du bétail. Tu en as déjà parlé un tout petit peu, Olivier, mais bon, est-ce que tu peux revenir sur comment réduire justement les émissions qui sont liées au bétail, les émissions de CO2 bien entendu? Ok. Je le disais, il y a deux possibilités. La première, qui est assez basique, c'est consommer moins de viande. Donc l'alternative à moins de consommation de viande, c'est ce qu'on appelle les protéines végétales, puisque je rappellerai qu'en fait, quand les protéines que vous apporte la viande proviennent de leur alimentation, c'est-à-dire en l'occurrence du maïs et du soja. Et le ratio est à peu près de 5, c'est-à-dire pour avoir 1 kg de protéines, il faut 5 à 7 kg de soja ou de maïs. Donc, en fait, si vous voulez, pour nous, comme je le disais en introduction, va se poser un problème d'offre et de demande. C'est-à-dire qu'on est 7 milliards aujourd'hui, une grande partie, 2 tiers des terrains agricoles est déjà utilisé pour le bétail. Quand on va passer à 10 milliards, on aura mathématiquement pas suffisamment de viande pour nourrir la planète. Quand je parle de nourrir, c'est de l'apport en protéines.
Donc, on pense que ça va passer par le développement des protéines végétales. En termes d'investisseurs, là encore, ce qu'on fait, c'est comme toujours, on regarde la chaîne de valeur. Donc, c'est un peu, je ferai le parallèle avec les véhicules électriques. Il y a très peu d'acteurs, ce qu'on appelle purs. Il y en a un qui est coté aux États-Unis. Voilà, il y en a peu. Après, sur la chaîne de valeur, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de sociétés qui vont aider les géants de l'agro parce qu'en fait, tout le monde a entendu parler de Beyond Meat, la société aux États-Unis qui s'est lancée sur ce segment. Mais globalement, tous les géants de l'agro se mettent sur ce sujet. Nestlé, Kroger aux États-Unis, voilà, Unilever, enfin tous les grands vont sur ce segment. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ce segment va connaître une croissance, donc ils sont en train d'investir. Après, on s'est rendu compte que finalement, ces acteurs, quand ils rentrent sur ce sujet, ils travaillent avec ce qu'on appelle des aromaticiens. Les aromaticiens, c'est les sociétés qui font les ingrédients, les goûts, qui leur permettent d'élaborer justement des nouvelles recettes. Substituer en fait le produit, donc en l'occurrence de la viande, par de la protéine végétale, mais avec les mêmes caractéristiques nutritionnelles, bien sûr, mais le même goût, la même texture. C'est très compliqué. Donc, ces sociétés leur permettent de faire cette transition, et donc nous, on investit sur ce type de société. La deuxième solution pour réduire les émissions, alors Olivier parlait de nutrition animale, effectivement, ça nous intéresse beaucoup, c'est en fait de modifier l'alimentation du bétail. Et là encore, on s'est rendu compte qu'il existait d'ores et déjà, il y a plein de solutions, mais il y a une solution qu'on trouve assez intéressante, c'est une solution à base d'algues. En fait, on introduit des algues dans l'alimentation qu'on donne au bétail et ça réduit les émissions entre 20 et 30%. On a trouvé des sociétés DSM aux Pays-Bas, Corbion aux Pays-Bas, qui proposent ce type de solution d'ores et déjà. Donc là, c'est un marché de niche pour le moment, mais c'est un marché qui, selon nous, devrait connaître une croissance importante. Donc voilà les deux types de solutions aujourd'hui, selon nous, disponibles pour adresser le problème du bétail. Très bien. Merci Olivier. Olivier Plaisant, une question pour toi maintenant qui est un peu plus globale, puisque on a bien vu que la COP21, les accords de Paris, les Européens se le sont bien appropriés. C'est un peu moins vrai quand on sort de l'Union européenne. Donc la question qui vient là, c'est hors Europe, la dynamique ESG, la dynamique de l'investissement sur la base de critères extra-financiers comme l'environnement, le social, la gouvernance, comment est-ce que c'est pris? Comment est-ce que ces thématiques sont appropriées par les gouvernements ailleurs qu'en Europe? Eh bien, écoute, oui, c'est vrai que l'Europe a été très novatrice sur le sujet et précurseur plutôt, voilà, puisqu'on est en avance sur les autres pays et c'est vrai que l'ISR avec les métriques ESG, environnement, social, gouvernance, sont appliquées et que l'Europe a été vraiment en avance. Ce qui est absolument clair, c'est que les autres pays et les grandes zones sont en train de s'y mettre. Alors, il y a la volonté des gouvernements, ça c'est une chose, mais il y a aussi la volonté des financeurs, des banques qui financent des grandes sociétés, notamment aux États-Unis, et qui sont aussi sur ces éléments extra-financiers. Donc oui, ça fait école. Les entreprises américaines communiquent de plus en plus là-dessus. Hein, il y a encore du progrès à faire, mais on voit que la dynamique est là. Les entreprises asiatiques et les entreprises japonaises, encore des entreprises japonaises qui communiquent de plus en plus sur ces éléments-là. Donc l'ESG fait maintenant partie des métriques financières et aussi en termes de risque financier. Et on voit bien que les valeurs dites brunes doivent changer de modèle aussi parce que elles vont devoir s'adapter à cette nouvelle mentalité. Alors pour l'instant, les grands majors pétroliers, effectivement, vont devoir à terme devenir des énergéticiens. On voit qu'ils commencent à prendre le tournant. Il y a encore des efforts à faire. Et puis, on parle beaucoup d'environnement, mais les aspects de gouvernance, évidemment, sont essentiels.
dans la maîtrise du risque pour l'investisseur. Donc ça, je dirais que les sociétés, les investisseurs font de plus en plus attention à ça, et les sociétés communiquent de plus en plus là-dessus, et les aspects sociaux, bien sûr. Et ce qu'on voit, c'est on parlait de l'inspection, de la certification, du contrôle. Les sociétés comme Bureau Veritas vont analyser les chaînes de valeur. Maintenant, aussi avec des métriques environnementales, sociales et de gouvernance. Donc, on va avoir besoin de certification, et c'est pour ça que c'est une thématique, nous, qu'on met en avant, et qui va aller de pair avec la globalisation de l'esprit ISR et des métriques ESG, et le développement de part et d'autre de l'Atlantique et en Asie. Très bien. J'ai une question qui me vient sur la production d'électricité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nucléaire, surtout et en France, on est des adeptes du nucléaire. Il y a aussi les batteries qui servent à stocker avec les métaux précieux, etc. J'ai une question qui vient par rapport à l'alimentation de ces batteries. Est-ce que les énergies renouvelables ne pourraient-elles pas suffire pour satisfaire la demande mondiale en électricité? Je prends, oui. Oui. Alors la question, excuse-moi. Donc la question, c'est est-ce que les énergies renouvelables pourraient satisfaire la demande en électricité globale? Absolument. La réponse est oui. La réponse est oui. Et en fait, je reviens à cet objectif. Donc, si on prend comme postulat le Green Deal, donc net zéro émission en 2050. Net zéro émission en 2050, ça implique, selon nous, de multiplier les capacités d'énergie renouvelable par 4. Aujourd'hui, globalement, vous avez 700 gigas installés dans le monde. Donc, on pense que, en fait, il y a deux volets. Dans un premier temps, il va falloir les augmenter fortement pour les émissions. Ensuite, il y a un volet aussi sur ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Donc, vous mentionnez à juste titre les hypothèses sur le stockage. Il y a plusieurs technologies, mais l'hydrogène pourrait être une solution. Après, pour répondre globalement à la question, oui, il y a la capacité de satisfaire la demande, et je pense qu'à horizon 2050, peut-être pas 100%, mais parce qu'il y a après la partie stockage, il y a la partie nucléaire, mais moi j'ai lu des estimations jusqu'à 80 à 90% de la demande couverte par les énergies renouvelables. Alors après, si la question est est-ce qu'on a suffisamment de place, la réponse est oui, parce qu'en fait la partie qui va connaître le plus fort développement, c'est ce qu'on appelle l'offshore, l'éolien en mer. Donc aujourd'hui on le fait déjà, mais on va aller encore plus loin en haute mer, et à ce moment-là, ça sera une nouvelle technologie qui est en train d'être développée, ce qu'on appelle le floating offshore, un peu comme les plateformes pétrolières qui flottent. Pourquoi? Parce qu'en haute mer, comme vous avez un pilier, c'est très compliqué. Donc la technologie classique ne pourra pas fonctionner. Mais vous allez avoir, c'est pour ça qu'on parle d'une croissance durable. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on se projette sur un horizon de 10-15 ans, qui entre nous doit être l'horizon d'un investisseur en action, on a une croissance qui devrait être spectaculaire de ces technologies. Voilà. Très bien. Merci. Olivier Plaisant, une question pour toi peut-être. En termes de réconciliation ou de conciliation entre la performance financière et la performance extra-financière, on a vu tout à l'heure à l'écran le track record de vos gestions respectives. Un track record qui est salué par les agences de notation et qui vous attribuent respectivement 4 et 5 étoiles chez Morningstar et la même chose chez Cantalis. Donc, comment est-ce que vous arrivez à concilier performance financière et performance environnementale, sociale et de gouvernance? Pour nous, c'est très clair, et ça l'a toujours été, hein, parce que depuis une quinzaine d'années qu'on travaille sur ces éléments-là. On est persuadé que ces éléments extra-financiers font partie
intégrante de l'analyse financière classique. Du reste, les analystes financiers classiques regardaient beaucoup les aspects gouvernance, les aspects sociaux aussi, hein, qui peuvent mettre une entreprise à risque. Donc ça, c'est pas nouveau. Et toute formalisation quantitative, toute recherche qualitative sur ces sujets-là ne peuvent qu'être du grain à moudre pour nous autres gérants actifs. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours défendu. On est persuadé que l'analyse extra-financière et l'analyse financière sont complètement complémentaires. Et c'est ce qu'on fait depuis 15 ans. Et effectivement, les aspects environnementaux viennent compléter cette boîte à outils qui nous permet d'aller vers les entreprises qui sont le moins ont les best practices, les meilleures pratiques, pour prendre un anglicisme, en termes environnemental, et pour nous c'est très clairement les sociétés qui devraient tirer leur épingle du jeu dans les prochaines décennies. Très bien. Je rappelle pour tous que, pour illustrer ce que vient de dire Olivier, que les reportings mensuels de chacun de nos fonds comportent un volet à la fois financier et un volet extra-financier qui permet de suivre la performance financière et extra-financière des investissements qui sont réalisés chez Ecofi. Bon, je vois que l'heure tourne. Les questions aussi. On va peut-être prendre une dernière question avant de remercier tout le monde. Olivier Ken, j'ai une question sur la baisse du prix des batteries. Oui. Comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Il y a deux facteurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. C'est-à-dire que plus vous construisez, plus vous baissez votre coût, puisqu'en fait, une grande partie, ce sont des coûts fixes. Donc ça, c'est le plus grand, enfin, un des facteurs. Et en fait, ce qui nous rend confiants sur le fait que le prix va continuer à baisser, c'est qu'en fait, il y a pas mal de recherches et de travaux qui ont été faits. Et notamment, sans rentrer dans le détail, il y a une loi qui s'appelle la loi de Wright, de son auteur, qui était un ingénieur dans l'aéronautique. Et en fait, il s'est rendu compte au siècle dernier que tous les doublements de production, tous les doublements de capacité de production, vous avez une baisse d'à peu près 15% du coût de production. Ça s'est vérifié dans l'aéronautique, donc pour les avions, ça s'est vérifié dans l'automobile, ça s'est vérifié dans les panneaux solaires. C'est le cas et ça sera le cas, ça a été le cas et ça va être le cas dans les batteries. Le deuxième élément, c'est la technologie, c'est-à-dire en fait améliorer la technologie, rendre les batteries plus, augmenter le rendement, c'est-à-dire augmenter le range, enfin la capacité de, le range, j'ai pas le mot, la durée. Et en fait, là-dessus, il y a pas mal de travaux qui sont faits. En fait, ça se concentre essentiellement à l'intérieur de la batterie. Vous avez une cathode, vous avez une anode, vous avez l'électrolyte. Voilà. Et en fait, tout le monde, que ce soit les fabricants de batteries, que ce soit Tesla qui a présenté son plan extrêmement ambitieux il y a 2 mois, travaille sur ces trois procédés pour améliorer encore une fois la technologie. Donc, vous avez d'un côté les économies d'échelle, de l'autre côté la technologie. Très bien. Une dernière question qui vient d'arriver justement par rapport et puis après, je crois qu'il sera temps de libérer tout le monde, qui vient sur le biais sélectif des valeurs qui utilisent les batteries. Parce que c'est vrai que la construction des batteries, l'extraction des minéraux précieux sont des secteurs qui sont relativement controversés aujourd'hui. Quel est notre biais sélectif justement, si toutefois tu en as un, sur la sélection des valeurs? Oui, bien sûr, c'est effectivement un sujet. En amont de la chaîne. Donc, vous l'avez mentionné sur l'extraction du lithium. Donc, en fait, on a été à une époque investi, on l'est plus aujourd'hui, mais bon, c'est un secteur qu'on a bien sûr regardé. Après, la problématique, en fait, elle est essentiellement, surtout il y a deux types de sources d'approvisionnement. Vous avez dans la roche, et vous avez ensuite les mines à ciel ouvert, les lacs qu'on trouve en Amérique du Sud. Pour ce qui est des mines à ciel ouvert, il y a une problématique en termes de consommation d'eau. C'est extrêmement consommateur en termes d'eau.
En fait, ce qu'on fait, comme toujours, c'est qu'en fait, on va interroger la société, on va regarder la notation auprès des agences de notation, on va s'interroger sur leur pratique, oui. Olivier mentionnait les meilleures pratiques. On va s'assurer que les sociétés aient les meilleures pratiques du secteur. Après, c'est vrai qu'encore une fois, c'est un sujet. Le lithium, c'est un sujet, pas un sujet comme les métaux rares, parce qu'en fait, vous avez suffisamment de lithium sur la planète. C'est pas une ressource rare. Après, c'est vrai que on s'intéresse au bilan carbone. Je dirais, et j'avais la même question sur le solaire il y a une dizaine d'années. Aucun procédé est neutre carbone. Voilà. Aujourd'hui, tout procédé de production émet du CO2. Après, nous, on raisonne sur la totalité de la durée de vie. C'est-à-dire que vous allez bien sûr, vous allez avoir des problématiques en amont au moment de l'extraction. Après, in fine, il faut remplacer les voitures à combustion, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est pour nous la meilleure solution. On regarde vraiment la problématique dans l'ensemble. Je pourrais avoir le même discours sur les panneaux solaires. Produire des panneaux solaires, vous consommez beaucoup d'énergie et vous émettez du CO2. Mais au total, c'est beaucoup moins polluant que le gaz naturel, beaucoup moins polluant que le pétrole, beaucoup moins polluant que le charbon. Voilà. Merci. Oui. Bien. Écoutez, merci messieurs pour votre contribution, pour vos exposés à cette thématique avenir et croissance, comment y contribuer et en bénéficier avec la classe d'actifs des actions. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier 2021 pour le 3e et dernier épisode de notre série Ecofi Action pour le futur, pour l'épilogue de cette série. En attendant, le replay de ce webinaire est disponible sur notre site internet. Vous allez très vite recevoir un lien pour pouvoir réécouter ou faire écouter à ceux qui n'ont pas pu y participer la conférence qu'on vient de réaliser tous ensemble. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes. Restez prudents, portez-vous bien et au revoir. Au revoir, merci à tous. Merci à tous.